Je suis donc Cynthia Hilou, je vais animer cette journée. Aujourd'hui, je suis fondatrice d'un média qui s'appelle Charity, que j'ai fondé il y a presque 10 ans. Je suis également enseignant-chercheur sur le mécénat. J'ai fait ma thèse de doctorat sur ce sujet de la motivation des grands patrons à faire du mécénat. C'est donc à ce double titre que je suis avec vous aujourd'hui et je suis ravie que l'ADMICAL puisse m'accueillir et qu'on puisse travailler toutes ces questions évoquées par François Debiès aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite par une table ronde. Je vais tout de suite inviter nos panélistes à me rejoindre. Jean-Michel Taubellem, Serge Wimbert et Xavier Huillard. Je vais leur demander de nous rejoindre sur la scène. Et pendant qu'ils arrivent, je vais vous indiquer que vous pouvez tweeter tout au long de la journée grâce à cet hashtag Mécène Forum. Installez-vous, voilà. Et vous pouvez également télécharger une application, c'est en page 6 de votre programme, pour échanger tout au long de la journée, pour échanger avec des personnes qui sont évidemment très intéressées d'échanger sur ce sujet. Alors, cette table ronde s'intitule « Le mécénat est-il un outil de pouvoir ?» On va donc parler de conflits d'intérêts, d'éthique dans le don, de due diligence des entreprises. Alors, il y avait Jean-Marc Sauvé, président des apprentis d'Auteuil, qui devait être avec nous, mais il n'a malheureusement pas pu être présent. J'avais échangé longuement avec lui, donc on pourra connaître son point de vue, notamment sur la fiscalité. J'ai le plaisir donc d'accueillir Jean-Michel Taubellem, qui est là-bas, qui est professeur associé HDR également à Paris 1 et directeur d'Option Culture. Nous avons Xavier Huillard qui est présent avec nous et qui est le PDG de Vinci, et Serge Wimbert, bonjour, qui est le président de Sanofi. Vous allez le voir, il s'agit de patrons qui ont également plusieurs casquettes. Alors, je vais tout de suite me tourner vers Xavier Huillard pour cette première question. Est-ce que lorsqu'on est une grande entreprise, on a un choix aujourd'hui de faire ou non du mécénat, ou est-ce qu'on n'a plus la possibilité de faire autrement ? Alors, on n'a pas le choix, mais ce n'est pas sous la contrainte, loin de là. Je vais commencer peut-être par rectifier une chose qui est souvent mal comprise à propos de la RSE en général. Ça fait plusieurs années que nos entreprises, peut-être pas toutes à la même vitesse, mais pour l'essentiel, nos entreprises, ont compris que la RSE était en réalité, pour elles, ces entreprises, la seule manière d'être elles-mêmes durables. Donc ce n'est pas pour faire plaisir, ça n'est pas pour développer une image, ça n'est pas pour bénéficier d'incitations fiscales, c'est simplement la prise de conscience, qui ne date pas tout à fait d'hier, que ça n'est qu'en travaillant de façon très opiniâtre sur les thématiques de la RSE que l'on pouvait avoir une chance pour nos entreprises d'être nous-mêmes durables. Et pour une entreprise comme Vinci, qui trouve ses racines à la fin du XIXe siècle, qui a donc 120 ans d'âge, la responsabilité que j'ai, c'est de faire en sorte que ce groupe continue à être dans le paysage, à apporter sa participation au bien commun dans les siècles qui viennent. Donc la notion de durée est absolument fondamentale. Le mécénat, c'est pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne faites pas fonctionner une entreprise de 220 000 collaborateurs simplement en délivrant des bulletins de paye et en amenant les gens à réaliser, pour ce qui nous concerne, des projets. Non. Nous sommes en permanence à la recherche de thèmes qui vont nourrir la recherche de sens que nous avons dans nos entreprises. Parce que nos collaborateurs, bien sûr qu'il faut les payer correctement, bien sûr qu'il faut les manager correctement, bien sûr qu'il faut leur faire des parcours de carrière qui leur donnent l'impression qu'ils sont là chez nous pour grandir, mais il faut aussi nourrir le besoin de sens qu'ils expriment de plus en plus. La nouvelle génération est encore sur ce chapitre plus exigeante que les autres. Et donc, ça fait belle lurette que nous avons compris qu'il nous fallait développer tout un tas d'actions permettant de nourrir le sens
que nous devons mettre à l'intérieur de nos entreprises. Et le mécénat, évidemment, en fait partie. Vous voulez que je développe ou... Mais non, je vais me tourner vers votre collègue, enfin un autre patron, on va dire. Serge Wimberg, président de Sanofi, est-ce que vous partagez cette opinion? C'est quelque chose que vous ressentez? Vous vous êtes engagé à titre personnel aussi depuis de nombreuses années, vous allez nous le dire? Oui, je pense que je souscris totalement à ce qu'a dit... Oui, voilà. Je souscris totalement à ce qu'a dit Xavier. Je pense aussi que les temps ont changé depuis une vingtaine d'années, que ce soit sur le plan social, plus récemment encore sur le plan environnemental. Il est très difficile de diriger une entreprise sans regarder au-delà des limites de l'entreprise. Nous sommes des acteurs économiques, mais nous sommes aussi des acteurs sociaux. Et donc, la motivation profonde consiste à constater qu'aucune entreprise ne peut être parfaitement épanouie, ne peut réussir dans un environnement qui, lui, se dégrade. Or, ce que nous avons observé depuis très longtemps, c'est la dégradation de cet environnement économique et social, et naturellement environnemental plus récemment. Et donc c'est cela qui, à mon sens, est aujourd'hui beaucoup à l'origine des initiatives qui sont prises par les uns et par les autres. Et donc on est très très loin d'une perception de type mécénat classique. On est dans l'engagement. On est vraiment dans une forme de, je dirais presque de militantisme qui répond aux besoins des salariés, notamment des plus jeunes qui recherchent des entreprises qui sont capables, au-delà de leur activité économique, d'avoir une préhension sur la situation sociale. Et également, alors pour certains, ce n'est pas tout à fait notre cas, mais les produits, la qualité des produits, la prise en compte du phénomène environnemental était également important du point de vue des consommateurs. Mais sans aller jusque-là, je pense que du point de vue fondamental de l'essence de l'entreprise, cette approche qu'on qualifie d'RSE, mais je n'aime pas ce terme parce qu'il est une sorte d'étiquette un peu mécanique sur quelque chose qui est, à mon sens, plus profond et qui a été pendant très longtemps un chapitre des rapports annuels. C'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu, s'incorpore de plus en plus dans toute la dimension de l'entreprise. Donc on est très très loin, à mon sens, de ce qu'était le mécénat à l'origine, c'est-à-dire des actions particulières où l'image de l'entreprise était souvent mise en avant ou en tout cas associée. Là, très souvent, on participe les uns et les autres à des opérations collectives où l'appropriation est totalement secondaire par rapport à la réalisation d'un projet commun. Jean-Michel Taubellem, quand vous entendez des grands dirigeants qui expliquent cette recherche de sens aujourd'hui dans l'entreprise, est-ce que finalement on cristallise trop notre attention peut-être sur la question de la fiscalité? C'est mon sentiment, je ne vous cache pas, à un double titre. D'abord, M. Debiès a eu des paroles fortes, donc c'est normal, il engage le débat sur des bases intéressantes. L'enjeu, c'est de trouver une approche raisonnée, je dirais, du mécénat. Et donc, le rôle des universitaires, c'est aussi d'examiner les choses un peu sans a priori, et à ce titre, de dire des choses qu'on peut discuter, mais il faut avoir les arguments pour le faire. Or, aussi bien selon la Cour des comptes que selon d'autres observateurs, nous avons aujourd'hui le régime fiscal, sinon le plus avantageux, du moins l'un des plus avantageux au monde, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de nos voisins qui, selon moi, ne réussissent pas moins bien en matière de mécénat. Donc c'est un premier motif d'interrogation. Le deuxième concerne la question de l'efficacité. Il me semble que, d'une façon, je dirais, assez logique, si on parle du point de vue des entreprises, et d'ailleurs nos intervenants n'ont pas évoqué la question fiscale, s'il est démontré que le mécénat est un outil utile pour faire avancer la cause de l'entreprise et ses projets, donc abordé d'une façon stratégique, dans ces conditions, les dispositifs fiscaux prennent une importance secondaire. Mais, pourriez me dire, au fond, tout ça, c'est un peu rhétorique,
Qu'en est-il de l'efficacité de ces dispositifs? Alors là, je me permets, effectivement, après, il faudra demander des comptes, si vous le voulez, aux économistes qui ont rédigé cette synthèse, bien public, charité privée, Gabriel Fac, Camille Landais, Alix Mikowski, et je cite, et là, c'est un objet de débat, c'est sur la table, il faut en discuter et échanger des arguments pour ou contre, et donc je cite, « La France a sans doute utilisé de façon excessive les incitations fiscales qui sont très élevées aujourd'hui. » Donc voilà, on est au cœur du débat. L'idée que, pardonnez-moi, mais que le mécénat ferait l'objet d'attaques sur le fondement d'une possible modération des avantages fiscaux n'emporte pas l'adhésion. Si on peut tout à fait défendre la place du mécénat, et à mon sens, je pense que le mécénat n'est absolument pas en danger, et dans le même temps, se dire que la question fiscale est secondaire. Et puis je termine, si vous me permettez, Cynthia, sur un point, et comme vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître sur ce thème, je pense que vous souhaiterez réagir. Nous avons plus de 90% des entreprises de notre pays aujourd'hui qui ne pratiquent pas le mécénat. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de se dire, est-ce qu'il y a des manières de les convaincre de l'intérêt, de l'utilité du mécénat en mettant un peu de côté, je dirais, la question fiscale. Et puis, au-delà de tous nos avis personnels, il ne faut pas oublier que nous agissons sous la dictée des citoyens, de la représentation nationale, qui se posent des questions. Et il faudra bien apporter des réponses convaincantes à ces questions. Et je citerai simplement une piste de réflexion, c'est une plus grande, disons deux pistes, pardonnez-moi, celle avancée par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur le mécénat, qui concerne la question de l'évaluation. Qu'en est-il de l'évaluation des dispositifs fiscaux et de leur efficacité? La deuxième piste, la deuxième orientation possible pour discuter avec les parties prenantes, avec les citoyens, avec la représentation nationale, c'est celle de la transparence. Dans quelles conditions les citoyens français ont-ils une connaissance, comme l'ont les citoyens des États-Unis d'Amérique, par exemple, des données, je dirais, chiffrées, qui témoignent de l'engagement des entreprises et des fondations d'entreprises. Donc, de quelle façon, pour être clair, pardonnez-moi et je termine par là, est-ce que nous pouvons, nous, citoyens, accéder à des données qui, on le rappelle, emportent quand même un engagement fiscal significatif de la part de la collectivité nationale? Merci beaucoup. Alors, pour répondre sur la question des nombreuses entreprises qui ne font pas du mécénat, à l'ADMICAL, je crois qu'on s'est beaucoup penché sur cette question. Il s'agit de... A priori, c'est bon, vous avez le micro qui fonctionne de nouveau? Oui. Donc, il faut... évidemment, aller porter ce message que le mécénat est pour tout le monde et non pas uniquement pour les grands patrons. Chaque petite entreprise peut contribuer à son niveau, que ce soit du mécénat social, culturel, environnemental. Évidemment, la question fiscale va à un moment se poser, mais quand on parle de petites sommes, 1 000 euros, 5 000 euros, 7 000 euros, on est très loin évidemment des sommes investies par ces grands patrons. Mais je pense qu'il faut vraiment ouvrir toutes ces entreprises au fait que elles peuvent avoir aussi leur place à jouer et leur rôle dans cette action du mécénat. Et je vais quand même continuer sur cette question de la fiscalité, parce qu'après avoir discuté avec Jean-Marc Sauvé, donc président des apprentis d'Auteuil, lui m'a partagé au téléphone évidemment sa crainte sur les réformes fiscales. Il avait fait un constat sur la réforme de l'ISF et il avait constaté une baisse des dons quand même de 19%. Donc pour lui, la question du mécénat était vraiment évidemment très liée à cette question de la fiscalité et il me disait que c'était aussi la possibilité bien sûr d'innover et de financer des programmes qui n'auraient sans doute pas vu le jour. Et je vais me tourner maintenant vers Serge Wimberg parce que je crois que vous partagez également cette opinion. Vous êtes à l'initiative de l'Institut Télémac et de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière que chacun connaît, l'ISM. Est-ce que ce mécénat a permis
voilà, de voir le jour pour un certain nombre de programmes. Il est clair qu'aucun de ces projets n'aurait pu être développé sans le mécénat. Donc là, la question est absolument simple. Il n'aurait pas été envisageable de monter ces deux initiatives. L'une est une initiative mixte, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. C'est une construction publique-privée, mais à partir d'une fondation privée qui n'a existé que par le mécénat au départ. Maintenant qui s'est élargi à beaucoup d'autres financements, mais ça a été le point de départ, et Télémac, c'est entièrement du mécénat. Donc c'est un institut pour aider des jeunes enfants méritants issus de familles défavorisées à aller jusqu'au bac plutôt que de s'arrêter au brevet. Donc pour moi, la réponse est sans aucune ambiguïté. L'observation empirique sur les incitations fiscales, on l'a vu, on a eu une démonstration en vraie grandeur, c'est au moment de la suppression de l'ISF. En ce qui concerne le suivi du financement ISF, nous avons tous vu que ce financement, l'année de la suppression de l'ISF, a diminué de 50%. Alors, ça a eu un impact plus ou moins important selon la structure des dons, mais globalement, c'est ça ce qui s'est passé. Donc ça montre bien que, alors on peut discuter, on peut se dire pourquoi des gens qui tout d'un coup ne payent plus d'impôts oublient de donner et de compenser le don d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'on a observé ça? Je n'ai pas d'explication directe, mais en tout cas c'est un fait. Donc on voit bien que l'incitation fiscale joue un rôle important dans ce pays. Alors quand on compare avec d'autres pays, je crois qu'il faut avoir une vision fiscale d'ensemble. Il n'y a pas évidemment d'absence de lien entre le taux de fiscalité, que ce soit pour les sociétés ou pour les individus, et les dispositifs fiscaux. Il est clair que quand on a un niveau de fiscalité individuelle ou un niveau de fiscalité société qui est parmi les plus élevés, si ce n'est le plus élevé d'Europe aujourd'hui, il est évident que l'incitation fiscale joue un rôle extrêmement important. Donc quand on fait des comparaisons, il faut faire des comparaisons avec l'ensemble des paramètres et pas se contenter simplement d'observer l'un d'eux. Donc, pour moi, ce qui vient de se passer dans cette évolution de la fiscalité sur les sociétés, j'observe d'ailleurs que pour ce qui est des particuliers, il n'y a pas eu de changement et le dispositif des particuliers est extrêmement intéressant. En réalité, quand on regarde les chiffres, il y a une concentration de dons, enfin de mécénat, sur quelques entreprises qui ont vraiment gonflé la poche fiscale d'une manière très forte. Et on aurait pu imaginer que cette réforme soit faite pour plafonner à un très haut niveau certains dons. Elle aurait, à mon avis, en termes de produits, eu exactement le même effet que celui qui est recherché. Quand on regarde aussi à quoi correspond le mécénat, je pense qu'on est un peu victime aussi d'une référence historique ou de communication qui distord en réalité l'importance du mécénat. On pense beaucoup art, culture, alors que, à mon sens, la grande partie du mécénat aujourd'hui est dans le domaine social, environnemental. Et évidemment, ce n'est pas du tout le même effet sur la société. Quand on a des associations entières qui emploient énormément de salariés, qui innervent le pays, qui permettent de changer les choses, parce que je voudrais qu'on insiste beaucoup sur ce point. Nous aidons des associations, des fondations à changer nos sociétés. Et c'est aussi là, évidemment, qu'il y a un enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui défendent la légitimité du contrôle du mécénat, de la destination du mécénat, fondamentalement continuent à défendre une vision extrêmement étatiste de la société. Les associations et fondations, effectivement, c'est une forme de liberté dans la transformation sociale. Et elles font des choses que personne, pas plus l'État que les collectivités locales ou les entreprises prises individuellement, ne peuvent réaliser. Et c'est en ça que le combat mérite d'être mené. Dans notre société, nous avons besoin aujourd'hui d'une très grande fluidité sociale. Nous avons besoin d'innovation. Il y en a énormément quand on regarde la richesse de tout ce qui se fait aujourd'hui au travers des multiples fondations et associations. Il y a beaucoup d'espoir à avoir. Et l'État lui-même a reconnu qu'il ne pouvait pas assurer ses fonctions.
Et donc se priver de ce financement, ou en tout cas le décourager partiellement, c'est une responsabilité extrêmement grave. Mais il faut aussi assumer une responsabilité de notre côté, c'est que l'évaluation, la transparence sont nécessaires. C'est-à-dire plus nous serons capables de démontrer l'effet et l'impact social, souvent économique ou environnemental des actions qui sont menées par les causes que nous soutenons, plus nous serons forts. Et ça renvoie au professionnalisme des associations et fondations et au professionnalisme des donateurs. Mais je crois qu'on a un sérieux effort de mise à niveau pour démontrer l'importance de ce que nous faisons les uns et les autres, parfois de manière un peu empirique, pour plaider notre cause. Xavier Huillard, concrètement, la question de la fiscalité, est-ce qu'elle risque d'impacter un groupe comme le vôtre? Est-ce que vous risquez de donner moins? Comment ça se passe concrètement? Moi, je trouve que c'est prendre le sujet par le petit bout. D'abord, une rectification. Quand il s'agit d'un mécénat sur un objet neuf, un peu iconique, on en a eu quelques-uns, notamment en région parisienne, il ne faut pas oublier qu'on sort d'une période où le taux d'impôt sur les sociétés était proche de 40% et le taux de TVA est à 20%. Ce qui veut dire quoi? Faites les calculs. Lorsque le donateur donne 100, en réalité, l'État, à minima, récupère 20 sous forme de TVA, et par ailleurs, ce 100 aurait été fiscalement déductible, c'est-à-dire aurait bénéficié, dans tous les cas, d'une réduction d'impôt, entre guillemets, dans le calcul de l'impôt, de 40%, qui est le taux d'impôt sur les sociétés. Ce qui veut dire que le 60%, il n'est pas délirant, puisque c'est 40 plus 20. Bon, je suis navré parce que cette partie du débat, en réalité, je trouve, c'est prendre le problème par le bout de la lorgnette. Ce qui me semble, c'est que il faut, comme d'habitude, faire des évolutions et non pas des révolutions. Il faut inscrire les évolutions dans le temps long. Il ne faut pas oublier que notre pays, sur plein de sujets, que ce soit le logement, que ce soit l'éducation, et notamment l'éducation supérieure, notre pays, il a un certain passé. Regardez sur le logement, on est dopé à l'incitation fiscale. Bon, ben c'est comme ça fait partie de notre histoire. Et donc oui, il faut rectifier les choses, mais on ne peut pas les rectifier de façon brutale, sinon on casse la machine. Et donc il faut le rectifier de façon progressive. Regardez sur l'éducation supérieure, moi je suis le président du comité de campagne de collecte des fonds de l'école polytechnique. Je suis heureux parce qu'on va atteindre notre objectif de 80 millions d'euros collectés, ce qui est énorme pour une institution d'enseignement supérieur, mais c'est rien du tout par rapport aux seuls intérêts du capital qui a été stocké dans les fonds des grandes universités américaines qui, de façon culturelle, ont le mécénat et la donation dans le sang déjà depuis des décennies. Nous, on démarre. Pourquoi? Parce qu'on vient d'un État très centralisé qui, au fond, nous avait donné le sentiment qu'il s'occupait de tout ça et que nous, on s'occupait de faire tourner nos machines. Voilà. Ensuite, je vous dirais qu'il me semble que les trois mots-clés, au moins pour ce qui nous concerne, c'est quoi? C'est local, c'est social et c'est long terme. Je crois beaucoup au local. Nous sommes hyper décentralisés dans le groupe Vinci. On est découpé en 3500 business units. On a 3500 équipes avec 3500 patrons. Et donc nos actions de mécénat, quelle qu'en soit leur forme, sur le plan recherche scientifique, sur le plan environnemental, sur le plan social, on fait beaucoup sur le plan social, ou sur le plan patrimonial, c'est-à-dire culture et patrimoine, nous essayons de faire en sorte que ce soit des démarches qui soient totalement appropriées par nos échelons locaux. Ça ne nous empêche pas de temps en temps de prendre une décision en centrale, mais pour l'essentiel, pour que ça nourrisse le sens dont je parlais pour nos entreprises, il faut que ça vienne du terrain, il faut que ce soit porté par le terrain, il faut qu'en quelque sorte ce soit aussi un mécénat de compétences localement. Et donc, à ce titre, sur le plan social, par exemple, on a monté la Fondation Vinci pour la Cité il y a 15 ans. Dès l'origine, on a dit, on ne va pas se contenter d'être un guichet de distribution de subsides à des assos sur les axes qu'on s'était choisis, notamment l'insertion par l'économique, mais on va y associer du mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque fois, un de nos collaborateurs soit le porteur du projet, l'accompagnateur de cette assos au quotidien. Si demain, pour des raisons fiscales, je décidais de fermer le robinet de financement de cette fondation, je pense que je me fais lyncher au sein du groupe. Et donc oui, on peut se passer d'incitation fiscale sur des sujets comme celui-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été complètement appropriés par mes 1800
business unit sur le terrain, ça fait vraiment partie de notre vie. L'incitation fiscale n'a plus aucun intérêt. Si en revanche, il s'agit de savoir si on va continuer à faire du mécénat, notamment dans le domaine de la culture, sur le château de Versailles par exemple, s'il n'y a pas d'incitation fiscale, oui, il est probable qu'on en fera moins. Et donc tout ça simplement pour dire qu'il faut s'inscrire sur le temps long et faire des évolutions en faisant preuve de finesse et en intégrant cette donnée fondamentale de notre pays, que oui, la fiscalité dans notre pays, c'est quelque chose de très important avec lequel il faut faire des évolutions qui soient suffisamment lentes pour qu'elles ne soient pas perturbatrices. Parce qu'on a une tendance dans ce pays, c'est de faire des réflexions un peu générales. Oui, c'est vrai, on peut tout démontrer, on peut d'ailleurs tout démontrer son contraire, mais je veux dire, on a une histoire, on a une culture, on a des habitudes, on a... Bon, et tout ça, il faut faire avec. Jean-Michel Tobelem, je vais vous laisser réagir. Est-ce que cette question d'impact, de due diligence, elle est vraiment finalement au cœur du nouveau mécénat qui est en train de se dessiner pour l'avenir ? Oui, je vous remercie parce qu'à nouveau, on a l'impression que tout ce dont nous parlons qu'on pourrait conduire à décourager le mécénat ou à détruire le mécénat. Mais le mécénat ne disparaîtra pas. S'il est assis sur des fondements raisonnés, comme je dirais, inscrits dans une stratégie d'entreprise, il n'y a aucune raison qu'il soit mis en cause. Ce qui me paraît paradoxal, c'est que d'un côté, on dit qu'on va agir peut-être plus efficacement que l'État, favoriser l'innovation, et dans le même temps, on se tourne vers l'État en disant « vous devez nous accorder un soutien ». Ça me paraît extrêmement paradoxal, et quand je vois que le rapport de la Cour des comptes s'appelle « le soutien public au mécénat d'entreprise », il y a quelque chose qui est très difficilement compréhensible d'un point de vue rationnel ou cartésien. Quand je vois qu'on parle de subventionner les dons, là aussi, j'ai l'impression qu'on est face à un oxymore, si vous voulez. Donc, au-delà de ce qui m'apparaît comme une forme de manque de cohérence, hein, si c'est bénéfique pour l'entreprise, je le fais en tout état de cause. Et si je suis mécène individuel, il n'y a pas de raison de le remettre en cause. Si je le fais de façon désintéressée, généreuse, je continuerai à le faire en tout état de cause. Alors, à ce moment-là, on est fondé, pardonnez-moi, quand même à relativiser la question dont on parlait à l'instant. Et puis, je voudrais quand même signaler qu'il y a là aussi, vis-à-vis des citoyens, quelque chose qui est finalement assez peu compréhensible. Nous savons que la moitié de nos compatriotes ne payent pas l'impôt sur le revenu. Donc, que faisons-nous de l'idée que lorsqu'un petit donateur fait un don au Restaurant du Cœur ou que sais-je, il n'en tire aucun avantage, si je puis dire, particulier du point de vue de ses impôts, ce qui n'est pas le cas des personnes plus fortunées qui non seulement bénéficient de ce crédit d'impôt, mais de surcroît bénéficient d'un avantage vis-à-vis d'autres citoyens de pouvoir flécher, orienter leurs dons vers tel ou tel type de cause. Là, il y a une matière à réflexion, qu'on le veuille ou non, et auquel les parlementaires sont sensibles, puisque ça crée une forme, en quelque sorte, d'inégalité. Et puis, pardonnez-moi, mais il va bien falloir m'expliquer également pourquoi M. Alain-Dominique Perrin, qui est quand même au fondement de tout ce dont nous parlons aujourd'hui, a déclaré dans le journal Le Monde, je cite, « La Fondation Cartier pour l'art contemporain, ouverte en 1984, ne coûte pas un centime aux contribuables français, puisque depuis des années, nous ne défiscalisons rien. » Alors, de deux choses l'une, hein, ou soit la fiscalité, c'est une béquille indispensable au développement du mécénat, soit, comme le suggère, me semble-t-il, cet exemple, et certainement beaucoup d'autres, le mécénat se suffit à lui-même, que ce soit pour les particuliers ou que ce soit pour les entreprises. Donc, j'en reviens quand même à ce chiffre de 95%, je pense, des entreprises françaises qui ne font pas de mécénat. Alors, bien entendu, parmi elles, il y a beaucoup de très petites entreprises pour qui la question ne se poserait pas réellement, mais est-ce que ça ne pose pas la question d'un argumentaire convaincant pour dire à ces entreprises, engagez-vous de façon bénéfique dans les actions autour de vous, de manière sociale, environnementale ou éducative. Et voilà, ce sera à la fois bon pour l'intérêt général, mais ce sera également
bon pour vous. Et puis, je voudrais citer également un autre exemple, qui est celui d'Antoine de Galbert. Je pense que s'il était là, j'espère pouvoir parler par rapport à son exemple, qui dit que le mécénat suppose quand même une forme de sacrifice, une forme je crois qu'il utilise le mot appauvrissement, en tant qu'ayant fondé la fondation Maison Rouge, il s'est appauvri. Donc je pense qu'il faut être cohérent dans ce continuum de la générosité. Il faut aller au bout et assumer cette question de la générosité, et nous ne pouvons pas être généreux aux frais, d'une certaine manière, pardonnez-moi l'expression, aux frais de la collectivité. Merci. Je vais me tourner vers vous, Serge Wimberg. Quand vous entendez Xavier Huillard parler des collaborateurs, des salariés, est-ce qu'il y a une possibilité là de donner ce pouvoir aux salariés, leur donner le pouvoir d'agir, qu'on soit d'ailleurs une grande entreprise ou, comme le disait Jean-Michel Taubelen, ce mécénat peut être évidemment partagé par des plus petites entreprises? Je voudrais, si vous me le permettez, revenir un instant sur les derniers arguments qui ont été déployés. J'ai quand même, il faut parler de choses précises. Les aides fiscales qui sont données, que ce soit pour les entreprises ou pour les salariés, se traduisent quand même in fine par un appauvrissement. Elles ne compensent pas à 100% ce qui est donné. Vous laissez entendre qu'il n'y a aucun effort résiduel fait par les entreprises ou les particuliers. Il y a un effort, et cet effort est amorti en partie par l'avantage fiscal. Mais à la fin de la journée, il y a bien un effet net supporté par les entreprises ou par les individus lorsqu'ils font un acte de mécénat ou de philanthropie. Donc, on ne peut pas simplement dire que c'est une aide fiscale qui abolit complètement l'effort et l'effet d'appauvrissement, si tant est que ce soit l'objectif poursuivi, ce qui ne me paraît pas nécessairement un paramètre déterminant. Je pense qu'il y a la nécessité de partager, le besoin de partager. Je ne retire absolument rien à ce que vous avez dit sur le fait qu'un certain nombre de mécènes ou de donateurs sont indifférents à l'aspect fiscal, mais il se trouve, et de manière expérimentale, que ce n'est pas la majorité. Et donc, il faut partir des faits. On peut très bien avoir des raisonnements théoriques et imaginer des comportements très rationnels, sauf que dans la vraie vie, ça ne s'observe pas. Et donc, si on ne veut pas casser ce mouvement, si on veut développer la culture du don, et je pense qu'il y a beaucoup encore à faire en France pour développer la culture du don, c'est d'ailleurs pour ça qu'avec un certain nombre de personnes physiques, nous avons créé l'initiative Changer par le don. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour cela, et qu'on est loin d'être à un étiage satisfaisant, mais pour autant, pour l'instant, pendant que les travaux se font, ne cassons pas la boutique, si je puis dire. Et je crains, et je reprends les arguments de Xavier, c'est vrai qu'il y a un certain état aujourd'hui, des comportements, il ne faut pas les bousculer, il faut peut-être accroître la transparence et les processus de sélection, mais globalement, ne bousculons pas cela aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement dangereux parce que ça crée un mouvement qui est totalement inverse d'ailleurs de celui qui est recherché par ailleurs, puisque le Gabriel Attal, qui défend cette modification, est aussi celui qui promeut le mouvement associatif. Donc, où se trouve l'équilibre entre les deux? Je pense qu'il faut être empirique. Hein. On a toujours la tentation, effectivement, de se lancer des grandes épithètes ou des grands raisonnements généraux. Nous qui sommes des praticiens sur le terrain, on est amené à être confrontés au réel. Et le réel, aujourd'hui, il n'est pas simplement le réel rationnel qu'on peut définir de manière extérieure. Il est un réel qui tient compte des réalités fiscales et des aides fiscales qui existent. Et je pense que nous en avons besoin. Alors, votre question, pardon. Portez sur le mécénat. Le mécénat auprès des salariés, comment il était accueilli? Est-ce que les collaborateurs prenaient eux aussi le pouvoir sur un certain nombre d'initiatives sociales, environnementales? Est-ce que vous leur laissez
Je pense qu'au sein des entreprises, il y a des approches multiples. Il y a peut-être des souhaits des dirigeants qui ont chacun leur sensibilité, leur personnalité. Mais je sais aussi que dans beaucoup d'entreprises, il y a la recherche avec les salariés de la définition des aires, des domaines d'action. Et que naturellement, quelque chose qui serait plaqué artificiellement sur le corps social des salariés n'aurait que peu de chances de réussir. Il faut que ça corresponde aussi à l'expression des besoins, des priorités des salariés. Donc c'est à l'entreprise de définir ce qui est le meilleur équilibre entre une vision du long terme. Effectivement, ce sont des actions qui ne se satisfont pas du tout du court terme, mais une résonance interne qui fait que ces efforts sont soutenus. Et d'ailleurs, les choses qui marchent le mieux, ce sont des actions où les salariés eux-mêmes prennent leur part et ils deviennent des agents aussi de la transformation. Donc ce n'est pas simplement des chèques, ce n'est pas simplement de la communication à l'intérieur des entreprises, c'est aussi des actions dont les salariés peuvent être partie prenante. Et je dois dire que ce qui est fascinant, formidable souvent, c'est de voir à quel point au sein des entreprises, il y a de la générosité, il y a de la volonté d'engagement. Ceci a d'ailleurs un corollaire, c'est qu'il ne faut pas que ce soit du bidon, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit profond, il ne faut pas que ce soit un argument de communication, il ne faut pas que ce soit une sorte de façade pour les entreprises, il faut que ça corresponde vraiment à quelque chose d'authentique et qu'on ne surcommunique pas nécessairement à l'extérieur, parce que c'est aussi un sujet de pacte social à l'intérieur de l'entreprise. Xavier Huillard, vous souhaitez réagir sur cette question du pacte social dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrètement chez Vinci? Comment ça se passe? Quel type de programme vous financez et auquel vous réfléchissez avec les salariés? Moi, je suis évidemment complètement en phase avec Serge, pas par principe, mais par conviction. Et ce d'autant que, comme je vous l'ai déjà évoqué, moi j'ai fait le choix de totalement décentraliser ce groupe. On a inversé la pyramide. Les vrais patrons, c'est pas moi. Les vrais patrons sont les gens qui sont sur le terrain. Pour des raisons évidentes, c'est que eux, ils savent d'abord comment jouer dans leur écosystème. Tout à l'heure, Serge a dit quelque chose d'intéressant, à savoir qu'on ne peut pas réussir dans un écosystème qui, par ailleurs, ne réussit pas. Moi, je prends l'exemple du massif de Corail. On est des habitants d'un massif de Corail. On ne peut pas imaginer prospérer sur ce massif si on ne s'assure pas aussi de la prospérité des autres habitants de ce massif de Corail. Sinon, c'est tout le massif qui finit par dépérir. Eh bien, ceux qui sont en charge de ça, c'est ceux qui sont locaux, dans des écosystèmes locaux, et c'est à eux qu'il faut donner le pouvoir le plus possible. Je pense d'ailleurs que l'État pourrait s'inspirer de ce genre de philosophie. Notre pays serait probablement encore mieux administré. Et donc, moi, la conclusion que j'en ai tirée depuis très longtemps, c'est que je ne prends jamais une décision sur ces sujets en fonction de mes propres inclinations. Par exemple, j'adore la voile, et bien, j'ai toujours refusé de faire du mécénat sportif sur la voile, parce que je ne veux pas, par éthique personnelle, mais également par souci d'exemplarité, donner l'impression qu'au fond, je dirige nos actions vers les choses qui me font plaisir. Et je trouve que nous avons beaucoup d'ouvriers. Jusqu'à il y a relativement peu de temps, la voile ne les inspirait pas. Le foot les inspirait davantage. C'est parfaitement respectable. Et donc, il est important que ces décisions soient effectivement prises le plus possible en cohérence avec la réalité de notre structure sociale. Donc oui, bien sûr, il faut donner le pouvoir aux gens de terrain, parce qu'eux, ils savent, parce qu'eux, ils sont dans la vraie vie, encore plus que nous, parce qu'eux, ils connaissent les difficultés des quartiers, des villes, des fractures territoriales, parce qu'ils vivent dedans. Et donc, bien sûr qu'il faut leur donner le pouvoir, et bien sûr qu'il faut leur donner une très grande liberté de manœuvre pour décider d'un certain nombre d'actions. Jean-Michel Tobelem, sur cette question du souci d'exemplarité, est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire? En fait, je voudrais, Cynthia, si vous me permettez, quand même répondre à cette crainte qui me paraît exagérée. On nous dit, si vous bousculez le système par manque d'empirisme, bon,
s'entend pas nécessairement. Tout ce bouillonnement créatif, tous ces foyers d'innovation, vous allez en fait y porter atteinte. Donc ça me semble très contestable parce que l'innovation dans notre pays, bien entendu, qu'elle ne vient pas uniquement des pouvoirs publics, elle vient du monde associatif qui parfois bénéficie de concours du mécénat et parfois pas. Donc l'idée que ce bouillonnement, ce foyer d'innovation pourrait être mis en cause ne me paraît pas très convaincant. J'observe d'ailleurs qu'à l'époque de Jacques Rigaud, il expliquait que le mécénat, c'était quelque chose de subsidiaire. Hein, il disait ce n'est pas fait pour subvenir aux besoins d'un état de nécessité. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a changé de pied, où on nous dit qu'on va faire mieux que l'État, on va se substituer à l'État. Alors voilà, donc évidemment, dans une société contemporaine développée, il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur public, il y a les entreprises, il y a le tiers secteur, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Mais il en est de même en France. Ce secteur associatif ne sera pas remis en cause. Et quant à l'exemple que vous donnez de l'impôt sur la fortune, il ne me paraît pas très convaincant parce que ça veut dire que les citoyens vont acheter la générosité. Donc quand on veut être généreux, il faut assumer jusqu'au bout sa générosité et pas dire je vous donne 100 mais je récupère par ailleurs une partie significative de mon don. Alors l'empirisme consiste aussi à tenir compte de l'état de la société, du corps social. On peut penser ce que nous voulons, mais si les citoyens estiment qu'on est allé trop loin dans ce système, avec le soutien d'ailleurs, je le rappelais tout à l'heure, de la Cour des comptes, nous n'y pouvons rien. Et donc il faut tenir compte de cet état du réel, de ce que pensent les citoyens, de ce que pense la collectivité nationale. Et mon sentiment, c'est que si les pouvoirs publics aujourd'hui sont amenés à revenir sur certains des points qui faisaient consensus précédemment, c'est sous l'empire de la nécessité. Et Cynthia, vous savez aussi, vous l'avez, je pense, écrit dans votre livre, qu'il y a eu quand même cette histoire de Notre-Dame de Paris, qui a fait découvrir aux Français un certain nombre de choses et qui a conduit des donateurs à revenir en arrière, sous la pression sociale, me semble-t-il, sur les avantages fiscaux qui leur étaient accordés. Donc voilà, voir les choses de façon empirique, ça veut dire aussi tenir compte de l'état de la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors je vais me permettre de répondre puisque vous citez mon livre. Alors moi je ne partage pas du tout votre opinion. Il y a eu évidemment cette polémique sur les dons suite à Notre-Dame, chacun le sait. Je suis plutôt persuadée que plus on va inciter les entreprises à faire de l'intérêt général et plus elles vont en faire. Il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué là, on a parlé beaucoup de fiscalité. Mais il y a également les contreparties. Moi, je ne vois pas où est le problème si on donnait plus de contreparties aux entreprises. Aujourd'hui, vous le savez, c'est 25% des dons qui sont autorisés en contrepartie. Vous le savez aussi, les entreprises font beaucoup de publicité. Et si aujourd'hui, on pouvait transférer les fonds qui vont chez les GAFA et permettre un peu plus de contrepartie, moi j'ai cette opinion qu'il faut plutôt continuer à inciter les entreprises à faire un certain nombre d'initiatives, qu'elles soient sociales, environnementales, culturelles. Vous avez évoqué le sujet de l'innovation. Alors on va en reparler dans un moment à 11h30 avec Philippe Aguillon. Donc voilà, je vais pas continuer sur ce sujet plus longtemps. Je vais me tourner vers vous, Serge Wimberg, si vous pouvez peut-être... que vous voulez réagir. Oui, merci. Non, juste un mot. Je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de cette émotion qui a été générée par cette affaire Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'on parle des très gros dons qui ont été très vite proposés par un certain nombre de très grandes fortunes, mais qui, à ma connaissance, ont immédiatement dit qu'ils ne demanderaient pas la contrepartie fiscale, pour une raison simple, c'est que comme ils avaient prévu de le donner à titre personnel, il n'y avait de toutes les façons pas l'assiette pour asseoir cette défiscalisation. Donc c'était naturel. Mais comme les gens ne l'avaient pas compris, ils ont été obligés de préciser que oui, il n'y aurait pas de contrepartie fiscale. Mais il n'y en aurait pas eu de toutes les façons. Voilà. Mon deuxième point, c'est
On est en train de passer beaucoup de temps sur le problème de fiscalité. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait connaissance de la manière dont tout ça va atterrir, parce que le diable est toujours dans les détails. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il s'agit, j'ai entendu 2 millions tout à l'heure, il y a quelque temps on parlait d'1 million, s'il s'agit de dire 2 millions de limites par groupe, à ce moment-là, je suis convaincu qu'on perturbe cet équilibre de façon extrêmement substantielle et que ça va avoir des conséquences très notables. Si en revanche on dit c'est 2 millions par entreprise, je ne vous fais pas de dessin, la plupart des entreprises, des groupes ont de très nombreuses entreprises, à ce moment-là c'est autre chose. Donc le diable est toujours dans les détails. Je me demande si on n'est pas en train d'ouvrir un faux débat. Merci beaucoup. Et c'est sur ces applaudissements qu'on va finir le débat, évidemment pas réglé. Merci à tous. Vous pouvez les applaudir.